Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Xavier de Lasselle, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du musée d'histoire de Lyon, musée qu'on appelle Gadagne, entre le musée lyonnais. Et vous venez de diriger Miroir d'une ville, le musée d'histoire de Lyon, un livre un peu choral. Vous faites intervenir une trentaine d'écritures différentes pour raconter le musée et au-delà la ville. C'est ça, c'est parti du souhait de parler du musée, de son histoire, du lieu qui l'abrite, mais en fait c'est devenu plus généralement quelque chose, vous l'avez dit, choral ou polyphonique, c'est-à-dire qui s'ouvre à tous les autres lieux à Lyon qui parlent de l'histoire ou du patrimoine lyonnais. Avec des écritures très différentes, puisqu'on va retrouver évidemment des historiens, des archéologues, des philosophes, mais même des journalistes sportifs comme Vincent Duluc. Oui, c'est ça, puisque en fait, comme on essaie d'aborder l'histoire de la ville et l'identité aussi de cette ville, un peu sous tous ses aspects, la question du sport et de l'histoire de l'OL, en particulier de l'Olympique Lyonnais, fait partie aussi des sujets qu'on aborde dans le musée, mais aussi dans le livre. Et voilà, le travail avec Vincent Duluc, qu'on avait connu également il y a quelques années pour une exposition, nous a permis d'intégrer aussi cette parole, Vincent Duluc qui est aussi un écrivain, en fait, un journaliste et écrivain. Alors on découvre en parcourant ce livre que l'histoire de Lyon a été inventée à la Renaissance. Jusque-là, la ville n'avait pas ressenti le besoin de se raconter. Oui, alors il y avait une histoire vécue, mais elle n'a pas été écrite, pas travaillée avec des sources, pas d'historiens officiels ou non officiels, mais qui auraient véritablement écrit cette histoire. Et donc l'histoire de Lyon, elle commence effectivement essentiellement au XVIe siècle. Ce qui est une particularité lyonnaise, d'autres grandes villes se sont écrites bien avant. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de singularités dans l'histoire lyonnaise, mais celle-ci en est une. Et c'est très lié aussi à l'histoire politique de la ville. Vous l'expliquez comment, du coup? Peut-être parce que l'histoire officielle, l'histoire qui commence à s'écrire, elle est aussi le fait d'une volonté municipale, et il fallait aussi qu'un pouvoir municipal en place. Ça s'est fait très lentement, et une caractéristique de l'histoire politique de Lyon, c'est que le pouvoir municipal s'est mis en place très tardivement, vers la fin du Moyen-Âge. Et jusqu'alors, c'était l'Église qui était commandée, entre guillemets. La seigneurie de la ville, c'était l'archevêque de Lyon. Le pouvoir municipal se met en place seulement au XIVe siècle. Donc il faut du temps pour qu'il y ait une conscience politique, on pourrait dire, de cette ville, au point de souhaiter qu'elle se traduise par une histoire écrite. Et alors le symbole de Lyon, ça c'est vous qui écrivez un article là-dessus, il n'apparaît aussi assez tardivement, parce que finalement c'est au XIIe siècle que la ville prend cet animal pour blason. Oui, mais c'est aussi lié à l'histoire des blasons, en fait, l'histoire des armoiries. La figure du lion est une figure très répandue. C'est peut-être l'animal ou la figure qu'on trouve partout en Europe, dans les familles, pas seulement les villes. Et il se trouve le hasard. Avec l'ours, il détrône l'ours. Voilà, c'est ça. Le lion devient le roi des animaux, alors qu'auparavant c'était l'ours. Ça, c'est l'historien Michel Pastoureau qui l'a bien démontré. Mais la particularité de Lyon, c'est que le nom de la ville, le nom latin de la ville, s'est transformé petit à petit en un mot français qui est un homonyme, qui est devenu Lyon. Il se trouve que c'est une coïncidence de son. Enfin, le nom de la ville a pris le nom d'un animal, et assez naturellement, c'est devenu l'emblème de cette ville. C'est vrai que passer de Lugdunum à Lyon, c'est pas forcément évident. Il y a toutes les étapes qui sont décrites dans le livre. Oui, c'est ça. Après, c'est les prononciations, les accents, etc. C'est assez difficile. Même les spécialistes ont du mal à... Mais de fait, voilà, on est passé insensiblement du latin aux langues romanes, à l'ancien français, et c'est devenu Lyon vers la fin du Moyen-Âge. Ouais. Alors on parle de beaucoup de choses. Il y a des vues qui peuvent être assez étonnantes. Vous êtes allé chercher, je vais peut-être en montrer une ou deux, mais c'est Lyon au XVIIIe siècle, en fait, à l'époque de la Révolution. Oui, c'est ça. Vous êtes allé chercher des images dans tous les autres musées de la ville. Alors principalement, l'essentiel des images qui figurent dans ce livre sont issues des collections de Gadagne. Et lorsqu'elles ne proviennent pas des collections de Gadagne, elles ont été proposées par les collègues des autres institutions qui parlent de leurs institutions, de leurs musées, de leurs bibliothèques, et qui mettent à l'appui une œuvre issue de leur fonds ou de leur collection. Mais l'essentiel des vues qui sont dans ce livre proviennent justement des collections du musée d'histoire de Lyon, puisque c'est une façon de le valoriser et de faire apparaître la diversité de ces collections. Vous avez un peu des redondances finalement avec les autres musées, parce que l'histoire de Lyon, c'est une histoire à part, l'histoire des Beaux-Arts par exemple. Oui, tout à fait. Mais c'est aussi l'idée que le projet initial, c'était de partir du musée d'histoire de Lyon, mais très vite, on sait, et c'est aussi ce que nos publics nous disent, les questions qu'ils nous posent, c'est qu'il y a beaucoup de sujets importants pour l'histoire de Lyon qui sont
traitées de façon beaucoup plus précise, plus spécialisée dans d'autres institutions comme le cinéma, comme l'imprimerie, l'histoire d'automobile, ou des périodes comme la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que Gadagne ne peut pas aborder tous les sujets de façon aussi précise que la manière dont c'est traité dans d'autres lieux. Alors vous racontez évidemment le musée à Gadagne aujourd'hui, sa nouvelle scénographie. On se souvient qu'elle avait fait un peu polémique quand elle avait été dévoilée. Enfin, c'était des esprits chagrins, parisiens surtout, qui peut-être trouvaient que ça manquait d'énergie masculine. Vous n'y revenez pas dans la présentation aujourd'hui. Pour vous, on ne vous en reparle pas. C'est une scénographie qui se coule parfaitement dans le musée. Oui, je pense que les nouveaux parcours permanents, les nouvelles scénographies ont trouvé leur public, ont cherché à rencontrer d'autres publics, des Lyonnais, des Lyonnaises plus jeunes que le public qu'on avait habituellement. Et je crois que là, maintenant qu'on a achevé cette refonte, le public qu'on cherchait à atteindre est là, et il vient. Le livre devient un complément et un prolongement de cette expérience de visite aussi. Et il y a par exemple des œuvres de la collection qui ne sont pas présentées dans le nouveau parc permanent, mais qui sont dans le livre. Et voilà, il faut voir les choses, l'action du musée, au-delà du parcours permanent, à travers les livres et puis la programmation qu'on propose aussi par ailleurs. C'est un livre en écriture inclusive. Alors, pas tout en écriture inclusive. Vous avez choisi un autre terme que je cherchais. C'est raisonné. C'est de l'inclusif raisonné. Alors, c'est même. Dans les gens qui travaillent sur ces sujets-là, on parle parfois de langage égalitaire aussi, plutôt qu'inclusif, mais on parle de la même chose. On parle d'usage raisonné de façon à ce que la lecture ne soit pas gênée par un usage qui pourrait être abusif de ponctuation, qui peuvent gêner la lecture, même si on l'utilise à certains moments. Il y a d'autres manières de parler du masculin et du féminin dans le langage, en langue française. Il y a plein de façons. On a essayé d'aller dans ce sens-là pour préserver cet enjeu de présence du féminin et du masculin à égalité dans la langue, mais sans aller trop loin dans la lisibilité, des problèmes de lisibilité du texte. Alors, il y a évidemment des grands chapitres qui correspondent à l'histoire de Lyon, un grand chapitre sur l'imprimerie. Vous parlez avec une jolie formule de Lyon ville-livre, où on découvre que Lyon, non seulement effectivement était importante en termes d'impression, mais aussi pour les écrivains. Oui. On se souvient de Louise Labbé, de Rabelais, mais Molière aussi, qui écrit à Lyon sa première grande comédie, L'Étourdi. C'est ça. Qu'est-ce qui faisait que tous ces écrivains avaient Lyon comme point commun? Alors ça peut être un débat, parce que même il y a un autre texte qui vient de l'ancien directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon, qui évoque la ville le rapport de cette ville avec les écrivains, et qui souligne que Lyon, contrairement à certaines grandes villes françaises, n'est pas assimilée à une figure d'écrivain, comme Flaubert à Rouen ou comme Montaigne à Bordeaux, par exemple, mais c'est un lieu de rencontre et de passage et de rendez-vous. Donc en fait, comme c'est une grande ville et une ville qui, à certaines périodes de son histoire, a réuni ou a rassemblé des écrivains, ou a été un lieu de résidence ou de passage, voilà, beaucoup de grands écrivains, dont Molière, ont séjourné à Lyon. Et c'est intéressant de le rappeler et de le mettre dans cette perspective liée à l'histoire d'imprimerie, mais plus largement, effectivement, à ces moments où certains grands écrivains ou grandes écrivaines sont passés à Lyon. Je n'ai pas compté le nombre de pages, mais dans les grands chapitres, il y en a un particulièrement long qui est accordé au fleuve, la place du fleuve dans la ville, avec beaucoup de visuels. En fait, on découvre que Lyon avait oublié son rapport au fleuve ou à la rivière, oui. Et que par contre, dans l'histoire, c'est une caractéristique extrêmement forte. Absolument. Et ça illustre très bien aussi un positionnement très, très important, qui est souligné d'ailleurs par le philosophe Thierry Pacaud dans une des préfaces qui est au début du livre, où il évoque le musée d'histoire de Lyon comme un musée de ville qui s'intéresse à la ville comme un objet entier, et également dans son milieu naturel. Et en fait, la présence de l'eau, la présence de ces fleuves, la manière dont les Lyonnais ont dû vivre avec leurs cours d'eau comme ressources qu'ils ont cherché à exploiter jusqu'à s'en détourner à force de vouloir le dompter ou le domestiquer. Puis après, l'histoire des retrouvailles, ça fait partie de l'histoire de la ville. Au-delà de la question de son architecture ou de son histoire économique et sociale, c'est la manière dont on interagit avec le milieu naturel et avec la présence de l'eau qui précède en fait la fondation de la ville. Pour parler de la Révolution française, vous avez choisi quelques images iconiques, et notamment la photographie d'un morceau de pain. Oui. Alors ça, c'est un des objets fétiches, on pourrait dire, des collections de Gadagne, qui fait partie des collections initiales de Gadagne. Un petit morceau de pain qui est posé sur un petit socle et présenté comme le pain du siège, une sorte de petite relique symbolisant les souffrances des Lyonnaises, des Lyonnais, du peuple de Lyon,
pendant le siège de la ville par les armées de la Convention en 1793. Et l'historien Paul Choplin, qui rédige le texte, la notice qui va avec cet objet très particulier, souligne aussi que d'ailleurs même on retrouve cette pratique de créer des reliques, même pendant le siège de Paris en 1870, il y a eu des morceaux de pain qui ont été recueillis pour symboliser les privations subies par les habitants de la ville à ce moment-là. Juste un mot pour finir sur la place de la mémoire dans la ville, y compris dans le débat politique. Oui. On entend beaucoup parler de la volonté de débaptiser notamment la rue Bugeaud. Vous avez été associé à la réflexion sur ce sujet? Tout à fait, avec d'autres collègues qui sont responsables de musées ou d'archives à Lyon. Nous avons été associés comme experts ou comme spécialistes des questions d'histoire, et non pas directement sur le dossier rue du Général Bugeaud, mais sur d'autres sujets également, dans l'idée de créer, c'est le souhait du maire de Lyon. Il y avait l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il y a la statue du sergent Blandan, place Satonnet également. C'est tous ces sujets qui renvoient à des périodes de l'histoire qui, de temps en temps, soulèvent des questions mémorielles et des demandes de rebaptisme, de rebaptisation, de rebaptême. Il y a des termes qui apparaissent comme ça, et qu'il faut prendre en compte. Et le pouvoir politique municipal est confronté, et ce n'est pas une question d'aujourd'hui, de tout temps. À chaque période de son histoire, les élus de la ville sont confrontés à des problématiques de noms de rues, de noms de places, parfois de changer. Ça fait partie de l'histoire d'une ville. À toutes les époques, on a changé. Donc la question posée par les élus de la ville d'aujourd'hui, c'est d'éclairer ces décisions politiques par un comité, une instance qui sera chargée, aux côtés des élus, de réfléchir de façon posée, sereine et apaisée à ces questions-là et aux conséquences, et aux causes et aux conséquences des changements. Sereine, apaisée, on comprend que vous n'allez pas faire de proposition pendant la campagne municipale. Ce sera sur du temps long. Oui, je pense que si cette instance est créée, ce n'est pas pour répondre spécifiquement à une question du moment, c'est pour aussi sur le long terme, parce que d'autres questions vont surgir dans les prochaines décennies, en fait. Donc c'est l'idée que que les élus ne soient pas tout seuls à prendre des décisions, mais qu'on puisse prendre en compte les points de vue de tout le monde. Xavier de Lassalle, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.